Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur la plateforme de Scientilivre pour écouter l'interview que nous allons avoir avec Laurent Jeunefort. Donc déjà, merci d'être là. Pour certains, c'est peut-être de bonheur, mais c'est un grand plaisir. Donc j'espère que ce moment partagé ensemble vous apportera toute satisfaction. Quelques mots, voilà, pour vous dire que Laurent Jeunefort est un auteur très connu de science-fiction et de fantasy. Si, Laurent, j'ai vu, très connu. Il a fait des études de lettres, il a même passé un doctorat sur la science-fiction. Et depuis de nombreuses années, il publie de très nombreux romans, dont le cycle d'Aumale, qui est une œuvre majeure dans sa bibliographie. Il a été lauréat de plusieurs prix, comme le Grand Prix de l'Imaginaire en 1995. En 2016 aussi, son roman a été distingué par le Grand Prix d'Imaginaire et le prix Rosniene. Alors, j'ose pas trop le prononcer. Lumnen, je ne sais pas comment tu le prononces, Laurent. L'humaine, oui. Lumen, voilà. Donc, auditeurs, auditrices, on va dire comme un peu à la radio, nous attendons vos questions, vos remarques pour échanger un petit peu. Je vais lancer la discussion pour que vous ayez le temps de taper ce que vous avez envie à discuter avec Laurent. Donc, moi, la première question que je veux lui poser, c'est quoi la différence entre la science-fiction et la fantasy en quelques mots? Puisqu'il a dit qu'il était d'abord auteur de fantasy, j'ai vu dans sa biblio, puis après de science-fiction. Donc voilà, je voulais un petit peu que tu nous parles de ces différences-là. Bonjour. La différence entre la science-fiction et la fantasy, je crois que ça ne peut être tranché que par un combat individuel entre un auteur de fantasy et un auteur de science-fiction, je pense. Et le survivant gagne le droit de donner la bonne définition. Mais en fait, je pense que d'abord, ce sont des genres qui sont des domaines qui se rejoignent. En fait, je pense que déjà dans les deux cas, peut-être contrairement au fantastique, ce sont des genres qui relèvent du merveilleux tous les deux. C'est-à-dire qu'on recrée un monde avec des nouvelles règles, et ces règles sont soit rationnelles dans le cas de la science-fiction, et à ce moment-là, on parle d'hypothèses, c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent une littérature d'hypothèse, la science-fiction, et le fameux « et si ». Et dans le cas de la fantaisie, la rationalisation n'est pas nécessaire. Elle peut intervenir, hein, mais elle n'est pas nécessaire. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que en réalité, c'est un continuum entre les deux. Par exemple, Star Wars est un bon exemple d'une science-fiction qui est très proche de la fantaisie, dans la définition que j'ai donnée, enfin, dans les caractéristiques que j'ai données. Donc, il ne faut pas croire que c'est deux genres qui sont totalement séparés. Non, non, en fait, il y a plein de passerelles. Il y a plein de passerelles. Et au point qu'il y a des sous-genres, comme par exemple la science fantasy, etc., où on est entre les deux, on va dire. Parce que la science-fiction, c'est à la fois... En fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la science-fiction contient sa propre parodie, contient son propre pastiche. Et à partir du moment où il y a un décalage, dans la réalité, qu'on n'est plus dans la réalité, il y a toujours moyen de se raccorder à la science-fiction, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, la dystopie ou l'utopie, c'est très proche de la science-fiction, mais le pacte n'est pas tout à fait le même. Le pacte du lecteur n'est pas tout à fait le même. On sent que le statut fictionnel n'est pas tout à fait le même. Et Mais par contre, les deux, oui, pardon. il faudrait plus d'une demi-heure, hein, Ah sincèrement, oui. pour Mais par contre, tout réellement est toujours cerner dans tout le ça. futur. Tout est toujours dans le futur ou Ah on non, peut non, pas faire. du tout. Pas du tout. Voilà, C'est c'est pour ça ça. d'ailleurs que ce et si, c'est pas du tout forcément. C'est pour ça que c'est plus une question. C'est pas une question de substance. C'est pas le fait que ça se passe dans le futur ou qu'il y ait des robots ou des extraterrestres qui fait que c'est de la science-fiction. On peut faire de la science-fiction avec des éléments intégralement tirés du monde d'aujourd'hui. Par contre, l'hypothèse, elle peut être de science-fiction. Donc, toutes les visions que l'on a actuellement scientifiques sur des mondes parallèles, etc., réalité ou science-fiction, on peut dire ça touche les deux camps. Oui, en fait, comment dire alors, la science-fiction, on dit que ce n'est pas un genre mimétique, contrairement par exemple au polar ou au roman historique. C'est-à-dire on se permet de puiser autre part que dans la réalité, par contre.
On n'est pas tributaire du réel. D'accord. Et alors, le dernier mot qui fait mal aussi, c'est space opéra. Alors, space opéra, c'est dans la science-fiction, c'est un des multiples genres de la science-fiction, au même titre que la dystopie, la fiction spéculative, l'anticipation, l'art science. Tout ça, ce sont les genres qui, ensemble, forment la science-fiction. Sans forcément l'englober toute, hein, parce que, comme j'ai dit, la science-fiction, ça commence, dès qu'on a un petit décalage, ça peut commencer, en fait. Et le space opéra, là, pour le coup, on est vraiment... par exemple, quand on fait un space opéra, on ne peut pas faire semblant de ne pas faire de la science-fiction quand on fait du space opéra. Le space opéra, il est vraiment au cœur du genre, je trouve. Parce qu'on ne peut pas tricher. C'est ailleurs et demain, c'est-à-dire c'est dans un futur, souvent indéterminé d'ailleurs, mais c'est dans un futur qui a coupé les ponts avec le monde contemporain. Et ça se passe, j'allais dire, partout sauf sur Terre. C'est un peu ça le principe. C'est ailleurs et demain. Ailleurs et demain. Bon, mais merci. Il y a des personnes qui sont avec nous sur le live qui, pour l'instant, n'osent peut-être pas poser trop de questions ou intervenir. Donc, je vais continuer. Puisque on va dire que l'œuvre quand même importante de toute ta biblio, c'est Au mal, est-ce que tu veux nous partager avec nous comment tu as construit cette histoire? Parce que c'est un imaginaire exceptionnel, mais moi j'ai une question, c'est est-ce que tu l'as visualisé au fur et à mesure que tu écrivais, ou est-ce que tu avais déjà une trame dans la tête? En fait, comment tu arrives à construire cet imaginaire foisonnant? Bah, pour Omal, Omal, c'est une sphère de Dyson, pour être clair avec ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire, c'est une coquille, on va dire, qui est en orbite autour, enfin, qui englobe une étoile. Et à l'intérieur de cette sphère, l'intérieur de cette sphère est atmosphérisé au niveau de l'équateur. Et donc, ce qui se trouve à la surface interne, il y a donc une mince couche d'air sur cette bande équatoriale, et ce qui se trouve à l'intérieur peut vivre. Donc. Alors, sachant que cette sphère, elle tourne, ce qui est induit par force centrifuge de la gravité. Donc, il y a un petit substrat rocheux avec une petite biosphère, on va dire, mais ça permet d'avoir un environnement viable, en tout cas dans l'hypothèse de pensée d'une sphère de Dyson, mais avec une surface absolument gigantesque. Parce qu'imaginez que cette sphère, elle a une unité astronomique de rayon, qu'elle se situe, la surface de cette sphère se situe au niveau de l'orbite Terre-Soleil, donc à 150 millions de kilomètres. Donc imaginez un peu la surface de cette sphère totale, c'est absolument gigantesque. Et la surface habitable, ça reste des millions de fois la surface de la Terre. Donc ça permet de faire une espèce d'énorme creuset, une sorte de grand creuset galactique, dans lequel, pour Omal, l'humanité a été, un échantillon d'humanité a été implanté dans cet environnement, avec plein d'autres espèces extraterrestres. Et donc Omal, le cycle d'Omal, c'est l'histoire de l'humanité et de ses proches voisins, on va dire, sur plusieurs milliers d'années. Donc c'est vrai que c'est un gros cycle. Voilà, donc comment on en vient à imaginer ça? En fait, la science-fiction, c'est un genre qui est assez vertical, j'ai coutume de dire. C'est-à-dire qu'on a des thèmes et on va apporter sa pierre. On part rarement de rien, en fait. C'est rare quand on crée un genre entier. À ce moment-là, en général, ça devient un genre. Ça a été le cas pour le cyberpunk, mais c'est assez rare, en fait. Par exemple, la sphère de Dyson, je ne suis pas le premier à avoir imaginé une sphère de Dyson, loin de là. Le premier, c'était Olaf Stapledon, dans les années 40, je crois. C'était dans Créateur d'étoiles. Et cette idée-là a inspiré un scientifique, en l'occurrence Freeman Dyson, qui a posé une hypothèse. Alors lui, il a intégré dans une hypothèse plus générale, qui est celle de la recherche de civilisations extraterrestres et qu'est-ce qu'il faudrait pour récolter l'énergie d'une étoile. Et donc, il a posé cette sphère, qui n'était pas une coquille, d'ailleurs, à l'origine, qui était plutôt une espèce
nuages d'astéroïdes qui faisaient une sorte une sorte de ceinture de Kuiper. Et après, une des versions de la sœur de Dyson, c'était une sorte de coquille. Et en fait, le travail d'un écrivain de SF, c'est souvent de prendre une hypothèse scientifique et dire, de la peupler d'humains, de la peupler d'histoires. Donc, du coup, et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pris cette sphère et je l'ai peuplée. Voilà. Donc, j'ai mis des humains à l'intérieur, mais aussi des extraterrestres, et une histoire à l'intérieur de ça. Qui a fait ça, pourquoi, etc. Donc, le cycle, c'est ça. Mais ça permet aussi de faire plein de... Comment dire, la sœur de Dyson, c'est intéressant parce que c'est un objet. Donc, c'est un objet d'hypothèse sur lequel on fait une hypothèse et qui induit des tas de petites questions. C'est souvent le diable est dans les détails et en science-fiction, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est quand on se met à développer une hypothèse qu'on va tester les limites de la physique, de la biologie, de la psychologie humaine, etc. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En soi, la sphère de Dyson, c'est un objet qui est rigolo, mais c'est quand on se met à le faire vivre dans le temps que ça devient intéressant. Comment ça reste stable, comment on induit un cycle jour-nuit, quand par définition, comme on est dans une sphère de Dyson, le Soleil il est toujours au zénith et il ne se couche jamais. Donc comment induire un cycle jour-nuit à cette échelle-là, c'est un vrai défi, etc. C'est là que c'est intéressant. C'est intéressant parce que dans quelques jours, il y a Christian Clot qui fait une expédition, je ne sais pas si tu as vu, dans la grotte de Lombrive, et il va tester avec une quinzaine de personnes pendant 40 jours les effets du soleil, puisqu'ils n'auront plus de montre, ils n'auront plus rien, l'espace-temps, et ils vont voir comment ils s'adaptent. L'humain s'adapte au noir total, enfin pas noir total parce qu'ils auront bien sûr de l'électricité, mais sans lumière solaire naturelle. Ah, mais il n'y avait pas eu déjà Il y a déjà eu des expériences qui personnes, avaient mais un là, peu mal tourné sur la exactement, mais a la personne était posteriori. seule. Là, ils partent à une quinzaine et c'est dans quelques jours. Là. Ah, Voilà. Et c'est Christian Clot génial. est un habitué de Scientilivre, donc c'est pour ça que. Mais alors, moi, je rebondis sur ce que tu dis. Mais quand tu imagines ça, tu imagines tous les liens humains, c'est-à-dire d'abord, il faut survivre. Donc, ça veut dire que tu recrées une végétation, tu recrées une façon de se nourrir, tu recrées un monde avec de nouvelles règles politiques, parce que quelque part, il faut bien que cette civilisation, ils sont toujours des hommes, donc avec toujours ces soifs de pouvoir, ces soifs, ou alors tu inventes un nouvel être humain, Non, doté de raison. non, l'humain, il reste le même, parce qu'on le connaît bien maintenant quand même. Ce n'est pas un mystère en soi. Hein. Donc les mécaniques humaines, en fait, c'est surtout que l'homme, je le mets à l'épreuve de l'altérité. Et c'est ça qui est intéressant dans Omal, c'est que l'homme n'est pas seul. Et pour la première fois de son existence, justement, il n'est pas seul. Puisque dans le reste de mes space opéras, tout ce qui n'est pas Omal, mais qui appartient au même univers, il y a l'humanité a essaimé dans les étoiles, grâce à une sorte de réseau de portes réseau de trous de verre qui ont été abandonnés par une espèce qu'on ne connaît pas, qu'on a nommé un peu par défaut les Vanques, mais qu'on ne connaît pas. Et donc l'humanité a essaimé dans les étoiles, mais elle est seule. Et elle arrive sur des planètes qui sont atmosphérisées et peuplées, mais pas de créatures intelligentes. Donc du coup, Omal, pour moi, c'est la première fois où l'homme est confronté vraiment à des autres êtres conscients, des êtres extraterrestres conscients, mais non humains. Et en plus de ça, l'homme, comme il a été extrait de la Terre, hein, ça ne se passe pas sur Terre, il est lui-même extraterrestre, c'est-à-dire qu'il est au même niveau que les autres. Toutes les espèces ont été importées sur Omal, et donc elles sont à égalité dans le partage du territoire, déjà. Donc il y a des guerres de territoire, hein, d'ailleurs, pour l'occupation. Alors, ça, c'est limité par le fait qu'il y a sur Omal, en fait, il y a plusieurs zones atmosphérisées qui ne communiquent pas, tout simplement parce que les atmosphères ne peuvent pas se mélanger et ne cohabitent évidemment que les espèces qui sont biocompatibles, au moins au niveau de la respiration, c'est-à-dire qui respirent à peu près le même mélange gazeux, en gros. Hein.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que l'humanité, sur Aumale, partage le territoire avec deux autres espèces, les Chiles et les Hodkins, qui ont en commun de respirer un air comparable, c'est-à-dire avec en gros de l'oxygène et de l'azote. Et Mais comment tu as sinon, imaginé? Oui, oui, pardon. mais sinon, elles ont quand même leur propre territoire, c'est-à-dire que les Vanques, ceux qui ont importé les trois espèces, les ont quand même disséminées sur des territoires qui ont déjà été préformatés pour eux. C'est-à-dire que l'homme arrive sur une planète enfin, sur un substrat euh, euh, avec un biotope qui est compatible avec lui. Il peut se nourrir des plantes et des animaux qu'il trouve sur place. Et les Chiles et les Hodkins aussi, de leur côté. C'est surtout dans les zones de transition, les zones écotones, comme on dit, que ça se bagarre un peu, quoi. Voilà. Alors, le vocabulaire que tu utilises, c'est ton vocabulaire ou c'est le vocabulaire qui est partagé par les écrivains de science-fiction? Non, non, Ou c'est un c'est terme scientifique. d'accord, c'est le vocabulaire utilisé. Mais Oui. comment ils communiquent? Comment tu as imaginé leur communication entre, on va dire, ces différentes espèces extraterrestres? Alors celles-là ne posent pas de problème parce que c'est des espèces carbonées, c'est des espèces qui ont un langage articulé. Donc après, ils sont très proches de nous en fait, en réalité. Mais le fait même qu'ils vivent dans un environnement à gravité et à température, en fait, avec des paramètres physiques qui sont qui sont viables pour l'humanité, ça a déjà contraint, ça me permet d'imaginer des extraterrestres qui sont déjà assez proches de nous en fait. D'accord. Donc, ça va se jouer un peu sur les marges. Par exemple, les Hodkins, ils ont développé une civilisation qui est très axée sur comment dire, sur les manipulations génétiques. C'est-à-dire ils se sont eux-mêmes transformés et ils ont totalement transformé leur environnement, ce qui fait que tout ce qui est euh, industriel, toute leur civilisation repose vraiment sur des manipulations génétiques. Les Chiles, eux, leur caractéristique, c'est qu'ils ont du mal à faire civilisation parce que ce sont comment dire, des sortes d'hyper-individualistes qui ne se supportent pas eux-mêmes, d'ailleurs, au point qu'ils sont obligés de passer par une sorte de jeu qui s'appelle le Fedjige, qui est une sorte de jeu qui leur permet de passer des contrats. Tout le contrat social, on va dire, passe par une sorte de jeu. Ils sont obligés de le formaliser. En fait. Voilà. Donc, ils sont plus intelligents que les humains, d'ailleurs, en termes juste ils sont plus forts. Là aussi, j'avais voulu rompre un peu avec une certaine tradition de la science-fiction où on montre l'humanité comme une espèce un peu à part ou une espèce élue. Là, pas du tout. Les humains sont le seul truc qu'on a, c'est qu'on se reproduit plus vite que les chiens. Mais sinon, on est un peu surpassé dans tous les domaines. En fait. Est-ce que tu as introduit l'art? Est-ce que ces différentes, alors je dis espèces parce que je ne sais pas trop civilisation, on va dire. Oui, oui, espèces, Est-ce c'est que des espèces, des d'autant espèces, est-ce espèces que et tu donc as civilisation. introduit, voilà, est-ce que tu parles, est-ce qu'il y a de la peinture, est-ce qu'il y a de la musique, est-ce qu'il y a Oui, de l'écriture? oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, par exemple, je crois que c'est les Chiles ont plusieurs couches de langage et, et leur langage sacré, ils ont une sorte de langage sacré, on va dire. Mais ils sont capables de compartimenter leur esprit de façon, par exemple, un croyant, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont une partie athée et une partie croyante, par exemple. Alors que nous, non, on est croyant ou incroyant, mais les Chiles, eux, ils sont capables de compartimenter ça. Et une partie d'eux-mêmes, dans une partie de leur encéphale, il y a, il y a différents types de langages, en fait. Et leur langage supérieur, c'est un langage qui est également un langage de programmation pour leurs IA et qui leur sert aussi à... c'est par là aussi que passe le canal de l'art chez eux. Et alors, tu as choisi quelle langue? L'humanité, elle est partie avec quelle langue? Est-ce que tu es parti avec des langues connues, je sais pas, le français, l'américain, le chinois, le ghanéen, enfin, je sais pas, ou est-ce que quelque part, tu as réfléchi à une langue universelle?
Alors, j'ai évité, parce qu'en réalité, si je voulais être vraiment réaliste, j'aurais dû justement, enfin c'est impossible, surtout dans des temporalités aussi étendues qu'au mal, hein, parce que ça se passe encore une fois sur des siècles, voire des millénaires. De toute façon, on est amené, les groupes de population, dès qu'un groupe de population s'isole ou juste vit ensemble, il va créer des langages, des patois. Donc, de toute façon, on est dans un. Les dynamiques humaines sont de créer du langage tout le temps. Et donc, forcément, la création de langage, en fait, elle est inévitable. Et elle est, en particulier sur Romal, on ne peut pas imaginer que sur Romal, si on voulait rester réaliste, il y aurait vraiment un problème. Enfin, ce serait la tour de Babel, quoi. Ce serait vraiment un. Donc là, j'ai volontairement été non réaliste à ce niveau-là. Si je voulais justement faire des histoires avec un minimum de communication. Mais cela dit, beaucoup d'humains, en fait, sur les zones frontières, passent par le Chil, par le bas Chil, c'est-à-dire que le premier niveau de langage des Chil, ça sert un peu de lingua franca, un peu pour certains humains. En fait, ça se mélange. Il y a des humains qui ont été élevés par des Chiles, qui s'appellent les Elrak, etc., qui sont considérés comme des sortes de sous-humains par le reste de l'humanité. Enfin, voilà. Je teste un peu je teste un peu ces mélanges de populations et je vois ce qui se passe. Alors, tu parlais d'IA, on parle beaucoup en ce moment de Mars. Comment tu t'inspires de la réalité, on va dire, scientifique, hein, de manière générale? On va peut-être pas parler aujourd'hui de virus, mais est-ce qu'ils sont malades, les gens qui sont dans ton monde? Comment ils se déplacent? Quel est le type d'énergie? Est-ce qu'ils voyagent dans d'autres espaces? Alors, j'essaie d'être le plus réaliste possible à ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire que mon monde, à part Omal, à part cette structure-là, en gros, l'univers est réaliste, c'est-à-dire qu'il obéit aux lois de conservation de l'énergie. Voilà, je ne triche pas, je triche très peu et le moins possible. Donc, j'ai fait comment dire, mes hypothèses, c'est l'existence de trous de verre macroscopiques stabilisés, qui est le réseau des portes de Wank, l'existence des Wank elles-mêmes, mais deux, trois trucs qui relèvent de la superscience, entre guillemets. Mais sinon, le reste, j'essaie quand même d'être vraiment le plus réaliste possible. C'est un point de vue qui est esthétique, en fait. Hein. C'est-à-dire que je ne dis pas que l'immersion, elle est moins bonne quand on fait fi du réalisme scientifique. Par exemple, Star Wars, qui a un degré de réalisme presque zéro, en fait. Mais on s'en fiche, parce que l'important, c'est que ce soit cohérent à l'intérieur. Il y a l'histoire. Moi, pour le coup, j'essaie d'être cohérent, mais j'essaie quand même de pousser le réalisme plus fort. Pas au point de la hard science, qui essaie vraiment de coller au maximum, mais même elle, en fait, on trouve beaucoup d'échelles d'énergie absolument, qui sont inatteignables par l'espèce humaine, même si on extrapole beaucoup. Donc, mais en tout cas, voilà, je suis un peu au milieu. C'est-à-dire que j'essaie quand même d'être réaliste, au moins dans l'application de l'hypothèse. Voilà. Donc, effectivement, les hommes tombent malades. Alors, j'avais imaginé, d'ailleurs, il y a une maladie qui est commune aux trois espèces, qui est capable de se développer dans les trois organismes en même temps. Et chez les humains, c'est assez horrible d'ailleurs. C'est l'aculosite, qui est une maladie qui fait pousser des piquants sur le squelette. Donc, on est poignardé de l'intérieur quand on est atteint par cette maladie. Oui, alors évidemment, au mal, ce n'est pas tendre, hein, avec les habitants. Le monde n'est pas tendre non plus, mais est-ce qu'ils se mélangent? Est-ce que tu as on va dire, je dirais pas des mariages, mais des communautés de mélange d'espèces? Non, alors justement, j'ai essayé pour le coup d'être réaliste. Là, pour le coup, je suis réaliste. C'est pas Star Trek. Voilà. Star Oui, Trek, c'est ça. ça se mélange. Il y a du métissage entre humains et Klingons, entre humains et Vulcains, etc. Non, moi, pour le coup, sur ce plan-là, j'essaie d'être le plus réaliste que ça. Donc, c'est des êtres qui viennent de biosphères différentes. Et donc, il n'y a vraiment aucune possibilité
d'appariement à ce niveau-là. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas forcément de sexualité, mais en tout cas, il n'y a pas de procréation. D'accord. Il nous reste quelques minutes avant la fin. Bon, les auditeurs n'osent pas trop poser des questions. Est-ce que tu veux nous parler de ton avenir proche? Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Qu'est-ce qui te, pour l'instant, dans quel univers tu te plonges en ce moment? Alors là, j'ai changé d'univers. J'ai un peu stoppé le space opéra, justement, parce que je sors d'une longue période d'écriture de space op. Et donc là, je viens de terminer une uchronie qui se passe en 1925. Donc c'est de la rétro-science-fiction. Et je prends comme base qu'on a découvert de la cavorite, qui est un minerai imaginé par H.G. Wells vers 1900 pour aller dans la Lune, en fait. C'était ce qu'il utilisait un peu comme gimmick, comme ça, pour aller dans la Lune. Et donc une sorte d'alliage qui fait écran à la gravité. Et j'imagine en fait qu'on découvre des tonnes de minerais et que l'âge spatial, la conquête des airs et de l'espace commence en 1900. Voilà. Donc ça, c'est mon uchronie que j'ai terminée, qui paraîtra l'année prochaine chez Albin Michel. Et puis là, mais le livre est terminé, donc là, je suis passé à autre chose. Je vais avoir une nouvelle qui va paraître dans le Science et Vie Junior, le numéro d'avril, sur 2050, sur la vie en 2050. Et puis là, mon prochain roman, celui pour lequel je suis en train de travailler, c'est un peu une sorte de truc un peu bizarroïde, puisque ça se passe dans une ville où l'humanité a été contactée par une sorte de grande fédération galactique, une grande communauté galactique, mais qui fait un test dans une ville. Pendant 20 ans, une ville est coupée du reste du monde, mais ouverte sur le reste de la galaxie. Et donc le but, évidemment, c'est que tout se passe bien le temps d'expérience. Donc, il y a une sorte de champ de force comme ça qui entoure cette ville-là. Mais alors, c'est une ville qui est volontaire. Hein. Les habitants sont volontaires. Il y a eu des candidats d'ailleurs. Et évidemment, tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien parce que la Terre rentrera dans un nouvel âge d'or. Pour la communauté galactique, c'est une espèce en plus. Voilà. C'est une sorte de grand ONU de l'espace et de grands creusets galactiques. Et ce qui fait que quand il y a un crime qui est commis dans cette ville qui implique un alien, il faut que ce soit résolu le plus vite possible. Donc, du coup, c'est l'histoire d'une médecin légiste, de la médecin légiste de cette ville, qui a une espèce de rapport très particulier à la chair étrangère, on va dire. Intuitivement, elle arrive à comprendre comment fonctionnent des corps aliens, sachant qu'il y a des aliens qui débarquent de n'importe où et qu'on ne sait pas du tout comment ils fonctionnent, justement. Ils partent, ils viennent, c'est une sorte de grand... cette ville-là, c'est une sorte de grand carrefour galactique où les aliens passent, mais voilà, et certains meurent, et il faut savoir très vite comment ils fonctionnent, de quoi ils sont morts, est-ce qu'ils sont morts, ce qui n'est pas évident, des fois, de savoir, etc. Voilà. Donc, c'est une sorte de petites enquêtes, c'est une sorte un mélange entre le Necropolis, le livre Necropolis, et puis Men in Black, quoi. Voilà. Mais ça veut dire que tu travailles avec des scientifiques, tu te documentes. Comment tu fais pour comme tu disais tout à l'heure, quand même être proche de la réalité? Ah bah alors, là, par exemple, j'ai énormément de documentation. Donc, j'ai acquis des livres de thanatopraxie, des recueils de récits de médecins légistes. Donc là, je suis dans les bouquins de Sapanet. Voilà, en fait, et j'essaie d'avoir vraiment les trucs le plus technique possible. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout des discours, c'est des faits. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, quand on me demande, je dis que j'évite de faire appel, par exemple, à des militants. Par exemple, quand je traite d'écologie, j'évite de me fonder sur des discours militants. Je préfère vraiment des manuels d'écologie, mais d'écologie scientifique, pour fonder mon hypothèse, plutôt que des discours. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est comment fonctionnent les corps, c'est des données biochimiques, etc., physiques et biochimiques. Donc, beaucoup de documentation. Oui, Écoute, Laurent, on arrive à la fin de cette interview.
J'espère que les personnes présentes ont pris plaisir à découvrir un petit peu ton univers, la façon dont tu travaillais. Je rappelle à tous que sur le site de Scientilivre, vous avez un onglet librairie. Et sur cet onglet librairie, il vous suffit de taper le nom Laurent Jeunefort et vous verrez que vous avez les 3 tomes de Spire, une de ces séries, donc le tome 1 et 2 et 3. Et bien entendu, donc notre partenaire Ombre Blanche met tout à disposition pour que vous receviez les livres donc directement chez vous. Donc n'hésitez pas. En tout cas, Laurent, merci. Moi, je suis émerveillée de cet imaginaire. Ben, Donc, merci à vous. ça fait vraiment rêver et c'est un plaisir de partager ce moment ensemble. Ben, plaisir Donc, partagé. C'est gentil à vous. bah, écoutez, merci beaucoup. Donc, pour les auditeurs qui sont là, écoutez, on va basculer sur une autre interview. Vous avez tout le week-end des interviews d'auteurs, vous avez des conférences. Donc, prenez plaisir d'être chez vous et d'écouter voilà, des gens qui travaillent pour notre plaisir, je dirais. Voilà. Merci Merci à à vous. tous et au revoir. Au revoir. Je me Au dépêche. revoir. Au revoir, mes bénédictes. Au revoir, merci. Pas de rien, c'était un plaisir. Très bien. À bientôt. Bah, à demain même. Ah, d'accord. Très bien. Bon, bah, alors à la prochaine fois. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.